Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle escale qui va nous emmener aujourd'hui dans le sud du Portugal. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Et encore une fois, permettez-moi de vous présenter tous nos remerciements, non seulement pour votre fidélité, mais également pour l'intérêt que vous continuez à porter pour toutes ces conférences. Encore une fois, bienvenue pour cette présentation. Alors aujourd'hui, l'escale, va nous emmener au sud du Portugal, dans une région qui est méconnue, malheureusement pour elle, mais qui révèle et qui recèle évidemment beaucoup d'histoires, beaucoup de villes intéressantes par l'architecture, par la gastronomie également et par la chaleur humaine, par la joie de vivre et en tout cas par la qualité qu'on peut y retrouver. C'est l'Alentejo. Alors effectivement, vous le savez maintenant, le Portugal est un pays qui est cher à mon cœur, que j'affectionne tout particulièrement et j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui donc à vous emmener dans cette région, une région qui, j'en suis sûr, va vous plaire. Donc installez-vous confortablement et profitez effectivement de ce conte, un conte historique et géographique qui va nous emmener dans cette région. On va lancer maintenant le diaporama qui va nous permettre de bien comprendre justement l'Alentejo, un patrimoine d'exception. Alors effectivement, tout d'abord une carte, très important les cartes comme vous le savez pour bien préparer un voyage, quelle que soit la destination, la carte du Portugal. Je vous rappelle que le Portugal est l'un des plus anciens États-nations d'Europe. Un État-nation, comme vous le savez, c'est une nation qui est sur un territoire et qui est délimitée par des frontières avec une unité linguistique, unité historique, unité globale. Et donc le Portugal fait figure de modèle et de pays très anciens pour cette unité nationale. Le Portugal, comme vous le savez, est dans la partie sud-ouest de la péninsule ibérique et il est fractionné en différentes régions. Au nord, c'est la ville de Porto qui domine, c'est la première capitale avec Guimarães. Ensuite, vous avez le centre, également très riche pour la religion, pour les grandes plages qui bordent sa côte. Vous avez toute la belle région que j'adore, qui est la région de Lisbonne, avec une capitale parmi les plus emblématiques et les plus riches, en tout cas au niveau sud de l'Europe. Et puis, vous avez l'Alentejo, comme le texte vous l'indique juste à côté de la carte, 31 000 km², ce qui est aussi grand que la Belgique. Donc, ce n'est pas une petite région, c'est une région très vaste. Et tout au sud, pour terminer, eh bien, vous avez l'Algarve, là très touristique avec Faro. Vous le savez, actuellement, il y a les plus grandes vagues, parfois 30 mètres de haut. Donc, effectivement, une région qui attire les surfeurs, mais pas que. Alors aujourd'hui, l'Alentejo, eh bien, c'est une région à la fois pastorale, il y a beaucoup d'élevage, des élevages de moutons. C'est une région également qui est très riche par son patrimoine. Alors, l'étymologie, Alentejo, c'est au-delà du Tage. Regardez bien la carte que je vous ai mise ici sur la gauche. Vous avez la ville de Lisbonne qui se trouve dans l'estuaire du Tage. Le Tage, ce fleuve qui prend sa source en Espagne, qui va traverser la frontière pour se jeter dans l'océan Atlantique à l'ouest, eh bien, est une véritable séparation naturelle entre la partie qui est au-dessus du Tage, qu'on appelle Ribatejo, et la partie au sud du Tage. C'est la région qui est ici en jaune, Alentejo, au sud du Tage. Et pour une autre étymologie, je voulais indiquer également, peut-être liée à la présence d'un peuple, un peuple qui s'appelle les Alains, au-delà du Tage des Alains. Donc voilà pour les deux étymologies possibles. Quoi qu'il en soit, vous avez ici en jaune l'ensemble de cette région alentejane. Vous avez des villes importantes que vous apercevez dès à présent. J'ai choisi cette carte qui vous permet de bien situer l'ensemble des villes que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble. Alors Lisbonne, c'est par là que nous arrivons généralement, et puis ensuite à peu près 2 heures de route pour rejoindre le cœur même de l'Alentejo, Évora. Évora, c'est par là généralement que nous commençons toute visite à l'Entejane. C'est là que nous avons également un superbe hôtel installé dans une ancienne pousada, c'est-à-dire un ancien monastère transformé en hôtel. Et puis toutes les villes les plus emblématiques, telles que Marvao, tout au nord de l'Alentejo. Vous avez également Elvas,
également sur la partie est, pas très loin de la frontière espagnole, Extremos, la très belle ville d'Extremos, capitale du marbre. Vous avez Monsaraz, vous avez Serpa pour la partie sud, Mertola, Beja, bref, vous avez un véritable florilège de petits villages ou de grandes villes qui vous permettront d'apprécier encore une fois tout cet héritage des siècles passés. Alors justement, notre voyage commence, et il est tout à fait logique, par le centre même de l'Alentejo avec la superbe ville d'Évora. Alors, le centre-ville historique d'Évora, vous le voyez ici sur la photo, en véritable kaléidoscope des endroits les plus importants, les plus emblématiques de la ville, a été classé par le patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986. C'est vous dire l'intérêt architectural, historique, de conservation de cette ville vraiment unique. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle également la ville musée. Cette ville, elle a une origine très ancienne. Cette origine remonte aux peuples lusitaniens, qui ont donné leur nom d'ailleurs à la population lusitanienne, et Évora d'avoir comme fondation l'Empire romain. Je vous rappelle que tout l'ensemble du sud de Portugal a une présence romaine très forte. Jules César s'est un peu bataillé à l'époque de Pompée pour avoir le contrôle de ce gouvernat romain à cette époque, et vous avez l'un des rares vestiges de tout le Portugal. Il y en a très très peu qui subsistent. C'est le fameux temple que vous avez ici à droite de la photographie et qui vous présente ce que l'on appelle communément le temple de Diane. C'est en fait une dénomination un peu fausse, quoi qu'il en soit. C'est un temple exceptionnel par son état de conservation. Regardez la qualité des colonnes qui vont évidemment être un véritable chef-d'œuvre de l'architecture romaine. Et puis j'en profite, regardez sur cette photo, on aperçoit en arrière-plan la cathédrale, la C comme on l'appelle, d'Évora, la plus grande cathédrale de tout le Portugal. La grande maison blanche que vous apercevez, c'est le fameux musée d'Évora, d'une richesse exceptionnelle. Et puis sur la gauche, vous avez ici la partie latérale de l'église Saint-Antoine, là aussi un véritable chef-d'œuvre d'époque gothique et classique. Mais regardons de plus près le fameux temple romain d'Évora. Je vous l'ai dit, communément appelé le temple de Diane, qui est daté du IIe siècle après Jésus-Christ. Et ce temple s'inspire, peut-être l'avez-vous reconnu d'un premier coup d'œil, par le plan de la maison carrée de Nîmes. Alors à chaque fois, vous avez un petit support de texte pour bien suivre les explications et pour le replay, bien évidemment. Alors, ce temple de Diane, je vous l'ai dit, on n'est pas très certain qu'il ait été attribué à la déesse Diane, mais plus précisément au culte impérial d'Auguste. C'est beaucoup plus logique d'avoir cette unité autour de l'empereur pour faire le lien de tout l'empire romain de l'époque, qui va du mur d'Adrien en Écosse jusqu'à la Mauritanie en Afrique du Nord, bref, un empire qui est colossal. Donc, il est beaucoup plus judicieux d'avoir la figure tutélaire de l'empereur comme élément central. Alors effectivement, c'est l'un des rares vestiges, je vous l'ai dit, d'époque romaine, mais en tout cas, quel vestige, quel témoignage de cette époque. Et ce monument a été miraculeusement conservé parce qu'il a été réutilisé. Comme souvent c'est le cas dans l'histoire, on a la chance de le voir encore aujourd'hui par sa réutilisation. Alors, vous voyez ici, à l'époque médiévale, on l'a transformé en prison, en arsenal. Bref, c'était un lieu important. On a gardé les colonnes. Vous voyez, alors les fûts des colonnes, c'est du granit. Et puis, par contre, les chapiteaux, des chapiteaux corinthiens, sont dans le marbre d'Extremos, qui se trouve seulement à quelques kilomètres d'Évora. Voici donc ce fameux temple du culte d'Auguste. Continuons notre découverte d'Évora pour aller dans le centre de la ville. Alors, le centre historique d'Évora est assez petit, ce qui fait qu'on peut profiter pleinement, à pied bien évidemment, de toutes les richesses que peuvent offrir à la ville d'Évora. Ici, nous sommes sur la place centrale, Praça do Giraldo. Alors, c'est une place typique de cette région, avec de grandes arcades que vous apercevez à droite. Ces arcades qui permettent bien évidemment d'être protégés soit du soleil, encore une fois, qui est assez présent dans cette région, ou de la pluie. Il pleut de temps en temps, mais c'est surtout la chaleur qui peut être assez forte durant les étés. Et puis cette fontaine,
Là aussi, la présence de l'eau est indispensable. L'eau a été canalisée, encore une fois, grâce à la période romaine, qui vont faire des aqueducs et qui vont pouvoir réutiliser et avoir cette présence de l'eau. Vous avez une fontaine qui est du XVIe siècle. Je vous laisse apprécier d'ailleurs la qualité stylistique de la fontaine avec ce cercle quasiment parfait duquel évidemment se déversent les différents robinets. Et puis l'église, dans un style beaucoup plus classique, ici c'est une église importante pour Saint-Antoine. Il y a plusieurs églises à Évora, dont la fameuse cathédrale qu'on va voir dans quelques instants. Restons pour l'instant sur la place do Giraldo. Voici, nous tournons le dos à l'église. Nous avons de nouveau les arcades sur la gauche, la très belle fontaine au premier centre. Et donc, ces arcades sont effectivement parmi les symboles même de ce centre historique. Alors, vous voyez, l'architecture n'est pas très élevée. Ce sont des petits immeubles de 3-4 étages maximum, avec une unité architecturale assez étonnante, le blanc. C'est un petit peu comme beaucoup de pays du sud de la Méditerranée. Ici, même si on n'est pas très loin de l'Atlantique, on a quand même cette ambiance, ce climat méditerranéen qui domine. Et donc, c'est le blanc, un blanc qui est présent pratiquement dans toutes les villes et dans tous les villages de l'Alentejo. Voici ces fameuses arcades qui sont si courues, en tout cas par l'ensemble des touristes, qui n'attendent que vous pour pouvoir justement découvrir et mettre en valeur cette ville. Voici l'hôtel de ville d'Évora. Alors c'est un hôtel de ville qui maintenant fait figure également de lieu d'exposition. Il y a très souvent des expositions de photographie ou alors des expositions sur des thèmes historiques. Et toute la place a été refaite après les années 2000. Vous voyez au premier plan des jets d'eau. Donc, il est fort agréable de flâner dans ces places avec les petites terrasses. Ça nous manque, j'en suis sûr. Et puis, vous avez sur la gauche, regardez cette tour médiévale en haut de laquelle se trouve une petite maison. Là, c'est déjà une des entrées du fameux aqueduc dont je vous ai parlé précédemment et qui permettait, d'alimenter en eau toute la ville d'Évora. Le voici, ce fameux aqueduc. Nous sommes dans une rue, vous voyez, assez étroite pour permettre non seulement d'éviter le vent qui est assez présent dans cette région, mais le soleil surtout. Et regardez à gauche, vous avez ces maisons, petites maisons de 2 étages, blanches et jaunes, qui se sont véritablement incrustées à l'intérieur même de ces arcades, en haut desquelles, vous voyez ce grand mur, ce long mur qui court et qui, évidemment, est la correspondance de l'aqueduc, toujours en activité. Et puis, nous arrivons dans la partie la plus haute d'Évora. C'est un promontoire, là où se trouve justement le fameux temple romain que nous avons vu en préambule. C'est la cathédrale qui a ce double dénomination cathédrale-basilique. Donc, c'est le siège archiépiscopal. C'est également un lieu de pèlerinage, d'où le nom de basilique, Notre-Dame de l'Assomption. Alors, c'est un bâtiment qui est en granit, un granit d'une très bonne qualité, et c'est la plus grande cathédrale du Portugal, qui a été initiée, vous voyez, au XIIe siècle et achevée au XIIIe siècle. Alors, l'architecture extérieure est assez imposante. On a l'impression de voir une forteresse avec les créneaux, les merlons. Vous avez également cette fameuse tour lanterne qui se trouve sur le transept, à la croisée du transept. Et puis, vous avez en haut des 2 flèches, là, c'est sur la droite de la photographie, ce fameux cône. Là, c'est évidemment la carte postale, l'image même, le symbole de cette immense et puissante cathédrale d'Évora. La voici vue de face. Vous retrouvez ces 2 tours qui flanquent évidemment cette façade. Vous avez le nom, la CSE. Alors, il est vrai qu'au Portugal, le nom de cathédrale est souvent utilisé avec le terme C, Sedes Episcopalis, siège épiscopal. Et c'est valable évidemment dans toutes les villes du Portugal, que ce soit celle de Lisbonne, de Porto, de Coimbra et toutes les autres. Donc, voici un exemple intéressant. Nous avons ici la série des apôtres. Alors, nous sommes à l'entrée même, avant de franchir le seuil de la cathédrale. Voilà la qualité de représentation des sculpteurs. Ce sont des sculpteurs locaux qui ici, nous donnent
toute la qualité de ces sculptures avec des représentations des apôtres. Vous en avez 6 de ce côté-là, 6 de l'autre côté, et évidemment, vous avez à l'extrême gauche une représentation de Saint Paul portant les épîtres. Et de l'autre côté, évidemment, Saint Pierre qui nous tourne le dos. Et puis, rentrons maintenant à l'intérieur de la cathédrale, tout d'abord pour aller admirer ce fameux cloître. Alors, c'est un cloître du XIVe siècle. Il y a 2 cloîtres, pour être précis. Vous avez ici une qualité, encore une fois, une harmonie dans les matériaux et dans ce mariage, eh bien, des arbres que vous avez au centre même du cloître. Ce sont souvent des agrumes utilisés, des orangers, des citronniers. Vous avez un puits également qui représente eh bien, le lien entre le monde souterrain et le monde céleste, le carré du cloître, symbole évidemment évident de la prière et de la réflexion métaphysique sur le cheminement humain sur Terre. Et puis, quittons maintenant la cathédrale qui vous offre également, j'en profite pour faire évidemment l'écho de ce musée qui se trouve à l'intérieur de la cathédrale et qui est vraiment de toute beauté. Mais maintenant, nous quittons le quartier de la cathédrale, on redescend légèrement le centre historique de la ville d'Évora pour aller admirer l'intérieur de l'église Saint-François et plus précisément la petite chapelle, là où la porte est ouverte sur la photo, ce qu'on appelle communément la chapelle des os, la chapelle des ossements. Alors tout d'abord, pendant que nous avons le plaisir d'avoir cette photo sous les yeux, je vous laisse apprécier la qualité architecturale. Vous avez le jeu des colonnes, qui est assez intéressant et qui rappelle une origine un petit peu bourguignonne de cette influence. Beaucoup d'églises bourguignonnes ont ce fameux narthex, cet avant-corps de protection. Et n'oubliez pas que la première dynastie royale du Portugal, eh bien, c'est la dynastie de la famille de Bourgogne, avec Alphonse Henriques comme premier roi important de la dynastie. Donc voilà cette influence que l'on retrouve même dans l'architecture. Maintenant, je vous invite à rentrer par la porte entrouverte sur la droite et aller à la découverte de la chapelle des Eaux. La chapelle des Eaux, il y en a quelques exemples au Portugal, il y en a également quelques exemples en Italie, en Espagne, et vous avez ici eh bien, la récupération de plus de 5000 squelettes pour constituer cette chapelle entièrement réalisée avec des ossements. Alors, ça correspond à une époque, cette époque évidemment, c'est plutôt le 15e et 16e siècle, là où les religieux de l'ordre de Saint-François, attenant à l'église, eh bien, ont récupéré la plupart des ossements des cimetières avoisinants et en ont fait un véritable message. Ce message, d'ailleurs, est bien rappelé à l'entrée même de la chapelle. Je vous ai marqué ici en bas, en portugais et puis en français, nous, les eaux ici présents, attendons que les vôtres nous rejoignent. Alors, vous voyez qu'ici, on est dans un état d'esprit, en tout cas, de carpe diem. Il faut profiter de l'instant présent et que, memento mori, souviens-toi que le temps passe pour tout le monde. Et donc, vous avez une chapelle qui est assez étonnante et qui fait figure un petit peu de symbole, là aussi, de la ville d'Évora. Assez surprenant, cette chapelle des eaux. Maintenant, nous allons voir un des musées les plus emblématiques de la ville. Alors, vous reconnaissez peut-être le petit cône qui est derrière le musée. On est juste à côté de la cathédrale. C'est le musée qui est accolé, installé dans l'ancien palais épiscopal. Vous voyez qu'ici, la façade est d'une sobriété exemplaire, mais à l'intérieur, eh bien, c'est un florilège de petits espaces. Vous avez un cloître également réhabilité pour présenter ce musée lapidaire. Vous avez une très belle collection à la fois de ce marbre typique de la région, d'Extremos, d'un blanc immaculé. Vous avez toutes les époques représentées. Vous avez les emblématiques et célèbres panneaux d'Azulejos, si reconnaissables, et avec ce bleu et ce blanc qui font figure évidemment, là aussi, d'image de cette céramique portugaise. Donc voilà ici l'ambiance un petit peu des salles du musée. Et voici l'un des joyaux de ce musée, à savoir une grande pièce. Vous voyez, la muséographie est assez intéressante, mise en lumière avec un éclairage zénital pour bien mettre en valeur
ce polyptyque, ce rétable sur la droite, qui évidemment est consacré aux différentes scènes de la vie de la Vierge, que vous retrouvez évidemment avec son manteau bleu dans pratiquement toutes les illustrations. C'est un véritable chef-d'œuvre, c'est un résumé, encore une fois, de la géographie de la Vierge Marie. Et puis toujours dans les salles de ce musée, eh bien, il y a pléthore de chefs-d'œuvre. Là, vous avez des tableaux de l'école portugaise du XVIIe siècle. Vous reconnaissez, eh bien, ici le Christ, la main levée, hein, qui est la transfiguration lorsqu'il apparaît, hein, 3 apôtres en haut du mont Tabor. Donc, en tout cas, un musée d'une très grande richesse et une très belle mise en valeur des œuvres également. Et toujours à Évora, à quelques mètres seulement de la cathédrale, vous avez l'université. Alors l'université d'Évora, c'est avec celle de Coimbra, que vous connaissez, eh bien l'une des plus importantes et des plus célèbres du Portugal. Comme vous le savez, Coimbra, au nord du Portugal, connu pour ses étudiants tout de noir vêtus, connu également pour sa célèbre bibliothèque dont les livres d'ailleurs sont gardés, protégés par des chauves-souris qui mangent des insectes. Eh bien ici, à l'université d'Évora, c'est le Saint-Esprit qui protège symboliquement l'institution qui a été fondée de façon assez tardive par rapport à celle de Coimbra à la fin du XVIe siècle. Là, vous avez la date ici, 1559, fondation que l'on doit au cardinal infant Dom Henrique. Et ce sera le futur roi du Portugal, celui qui vient continuer la période de Sébastien, et après, eh bien, ce règne assez court de 2 ans, ça sera la période des rois d'Espagne sur le trône du Portugal, ce qu'on appelle la période philippine, avec Philippe II d'Espagne, qui devient roi du Portugal en 1580. Donc ici, c'est celui qu'on appelle le roi cardinal ou le roi chaste, qui n'aura pas d'enfant. Et c'est la raison pour laquelle c'est le roi d'Espagne qui aura évidemment tout le loisir de profiter du Portugal. Et puis ne quittez pas surtout l'Évora sans avoir goûté, sans avoir découvert le queijo de Évora, le fameux fromage d'Évora. C'est un fromage, vous voyez, au lait de brebis, donc c'est une pâte plutôt dure, et comme vous le voyez, un peu comme on va faire des lamelles de parmesan, eh bien c'est un fromage qui va justement, eh bien, se consommer sous forme de lamelles. En tout cas, c'est un véritable délice. Et parfois, eh bien, on peut même le manger avec le café au matin, un peu comme dans les pays du Nord avec le maroilles. Et puis ici, une ambiance typique de ces rues d'Évora. Alors, bien évidemment, ce que l'on ramène la plupart du temps, eh bien, ce sont les différents objets qui sont constitués en chêne liège. Alors, vous allez avoir tous les objets possibles et inimaginables. Vous avez du sac à main, aux cartes postales, aux stylos, aux valises, bref, tout est possible avec ce fameux liège. Et le liège, c'est l'activité économique principale de la région. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas parler de l'Alentejo sans parler du chêne liège. Le chêne liège, intéressant, en latin, on dit Quercus suber. Alors en fait, une forêt de chêne liège, on appelle ça une suberaie. Voilà pour le terme un petit peu technique. Alors le liège, là vous avez une petite explication, moi je ne rentrerai pas dans les détails, mais en fait il y a plusieurs coupes. Alors on enlève, on émascle, c'est le terme d'émasclage pour le terme technique, où on enlève effectivement l'écorce. Alors la première écorce, c'est l'écorce mâle, et toutes les autres écorces qui vont pousser régulièrement, c'est ce qu'on appelle les écorces femelles ou de reproduction. Et ça a lieu, vous voyez, tous les 9 à 15 ans. Et la première écorce que l'on va récolter, c'est lorsque l'arbre a 25 ans. Et on le fait toujours en juillet et en août, comme le texte vous l'indique, quand l'arbre est en sève. Alors, ceci est assez intéressant parce que nous avons ici au Portugal, comme vous le voyez en vert, pratiquement tout le vert se trouve dans la partie sud de la péninsule ibérique. Et vous voyez le Portugal qui représente, tenez-vous bien, 76%, l'Alentejo en tout cas, eh bien, de la production mondiale de ce chêne liège. Et voilà à quoi ressemble le démasclage, une fois qu'on a retiré cette peau, cette écorce à l'arbre, eh bien, ça représente des grandes lamelles qui peuvent atteindre parfois 25 cm d'épaisseur. Là aussi, je vous ai indiqué quelques chiffres. Au niveau mondial, il y a tous les ans 340 000 tonnes
de chêne liège et regardez bien, 54% correspondent uniquement au Portugal. C'est vous dire l'importance de cette culture et la plupart, encore une fois, dans l'Alentejo. Alors, on utilise le liège dans les différentes activités qu'on a vues avec tous les objets de l'artisanat local, mais également eh bien, dans l'espace. On va utiliser le liège comme un isolant. C'est très léger, c'est très résistant. Donc, on va le retrouver également dans la pharmacopée. C'est très bon pour les personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine, par exemple. Bref, il y a des utilisations diverses et variées du liège. Et puis, à Évora, il y a un petit joyau et on a beaucoup de chance avec Intermed et avec Emeris parce que généralement, quand on a le Nouvel An à Évora ou quand on va dans l'Alentejo avec un programme sur environ 6 jours, 7 jours, eh bien, nous résidons à l'intérieur d'un ancien monastère qu'on appelle une pousada. Et cette pousada, eh bien, c'était le monastère, le couvent, vous voyez, do Espiniero. À l'intérieur, c'est magique. Vous avez ces anciennes caves voûtées qui sont vraiment très intéressantes, avec de très bonnes dégustations de vin, à consommer avec modération évidemment. Regardez ici la présentation de cette vinothèque. Vous avez également des salles d'apparat qui correspondent ici aux anciens réfectoires. Vous avez encore l'architecture typique, bien conservée. Vous avez également une église privée pour l'ensemble de la Pousada, c'est assez unique. Et j'avoue que les panneaux d'azulejos sont de toute beauté, dans le style plutôt baroque, 18e siècle. Donc, ouvert uniquement pour les résidents de l'hôtel. Je ne vous ai pas montré les photos de la piscine et du spa, il faudra les découvrir sur place, mais simplement terminer avec ce cloître magnifique, là où ont lieu la plupart des repas, que ce soit des dîners évidemment de la soirée du réveillon. Et puis, nous quittons maintenant Évora pour aller découvrir un petit peu les villages emblématiques de la région alentejane. Alors, l'un de ces villages, il est assez petit, mais vraiment plein de charme, c'est le village de Portel. Alors, Portel, le bien nommé, on sent ici toute l'histoire à travers son château médiéval de forme circulaire, le village lui-même s'inscrivant autour de ce château. On appelle ça des oppidums. C'est un ancien oppidum, effectivement, une ville fortifiée avec ce château sur le promontoire, avec cette tour, ce donjon, cerclé évidemment de ce mur magnifiquement restauré au XIXe siècle. Et puis un village, regardez, tout de blanc vêtu, avec simplement les toits qui évidemment mettent un petit peu de couleur, et puis la campagne environnante dominée par le chêne-liège, par les oliviers principalement et par les vignes. Portel est classé d'ailleurs par l'UNESCO, en tout cas le château que vous apercevez ici avec sa silhouette, vraiment le cas d'école d'un château fort. Il a été, vous le voyez, restauré par un célèbre architecte au XVIe siècle, Francisco de Arruda, et l'ensemble des salles que l'on peut admirer actuellement eh bien, remontent au XIVe et au XVIe siècle, avec des salles gothiques, vraiment de tout premier choix pour la qualité et pour, encore une fois, la restauration. Et puis, après Portel, autre ville, un peu plus grande cette fois-ci, c'est la ville de Béja. Donc, souvenez-vous de la carte que je vous ai montrée en introduction. Nous sommes plutôt dans la partie sud de l'Alentejo, 35 000 habitants, et un petit résumé historique, mais effectivement, Béja, de par sa proximité avec la frontière espagnole, eh bien, va être protégée, comme la plupart des villes, par des grandes murailles. Alors, cette ville va être récupérée assez tôt, vous voyez la première date en 1150, elle est récupérée sur les morts, les mauresques qui étaient présents dans cette région, dans toute la péninsule ibérique, et ce depuis le 8e siècle. Et vous voyez qu'il faut attendre le 12e siècle pour que les chrétiens, avec la Reconquista, récupèrent progressivement ces terres eh bien, aux mains des musulmans. Et vous voyez ici toute la chronologie des transformations eh bien, des anciennes mosquées, par exemple, en nouvelles églises chrétiennes. Et puis, j'attire votre attention sur le dernier point du texte. Vous voyez qu'au début du XIXe siècle, un certain Junot, général Junot, c'est une histoire vraiment très intéressante avec l'histoire napoléonienne qui va décimer malheureusement une grande partie de la population de la ville de Béja dans une véritable guerre, un massacre, littéralement.
Voici toujours à Béja la fameuse tour, le symbole même de la ville, la tour de Ménagem. Là aussi, une tour du XIVe siècle avec ce mur d'enceinte magnifiquement restauré. Une tour qui est faite en granit et en marbre pour la partie supérieure. Et puis, sur la même place, eh bien, vous avez ici la très belle façade de la cathédrale de Béja. Alors, une façade surtout de style classique, comme vous le constatez, avec ce fronton triangulaire sur la partie centrale, avec des consoles et des volutes sur les parties latérales. Et à l'intérieur, on a le plaisir de découvrir un style un peu plus manuélin. Je vous en montrerai tout à l'heure quelques exemples. Autre église très importante, c'est l'église de Santo Amaro. Alors c'est une église, vous voyez, qui est toute blanche dans la partie basse, avec son clocher, tour-clocher, en haut de laquelle, évidemment, vous avez ces cloches, les cloches qui ont scandé et qui continuent d'ailleurs de le faire, soit les invasions, soit les incendies qui ont pu ravager la région, soit les grands événements en tout cas qui vont scander l'histoire de la ville. J'attire votre attention sur la partie fortifiée. Regardez autour de ces arcades, vous avez ces grands piliers de forme plutôt conique que l'on va retrouver dans cette architecture assez surprenante qui est l'ermitage Saint-André. Alors là, c'est un véritable ovni, architecturalement parlant. Regardez ce blanc, alors un blanc qui a été complètement refait il y a quelques années seulement, et on est dans la proche banlieue de Béja, avec justement d'anciens ermites qui s'étaient protégés, en tout cas qui s'étaient isolés dans cet ermitage. Alors à l'intérieur, c'est assez sobre, et c'est surtout l'architecture extérieure qui vaut vraiment le déplacement. Et puis, autre église, autre couvent, vous l'avez compris, au Portugal, comme dans beaucoup de pays du Sud, eh bien, il y a beaucoup de liens avec la religion, beaucoup de présence de ces grandes églises. Là, c'est le couvent Notre-Dame de la Conception qui est transformé, je vous l'ai indiqué, actuellement en musée régional. Alors, c'est un musée qui vous permet non seulement de découvrir bien évidemment tout le trésor religieux, ecclésiastique, mais également l'intérieur de ce couvent. Voici. Nous avons ici un véritable florilège de tous ces panneaux d'azulejos. Je vous rappelle que le mot n'a rien à voir avec le mot azul bleu, ça viendra a posteriori, mais à l'origine, azul, lei, eh bien c'est un mot d'origine plutôt mauresque, arabe, qui veut dire petit carreau de faïence, de céramique. Et effectivement, eh bien, ce sont les Arabes qui vont confectionner ces fameux carreaux qu'on va retrouver partout, que ce soit sur le sol, que ce soit sur les murs, dans les différentes pièces, parfois même jusqu'au plafond. Bref, c'est vraiment ici le symbole esthétique de la plupart des grandes villes portugaises. Azulejos. Et puis, toujours dans cette atmosphère que j'aime tant de ces villes, eh bien, vous apercevez à l'intérieur des murailles que l'on aperçoit au fond de la photographie l'ambiance typique de ces petites ruelles, vous voyez, sans étage, qui ont une forme évidemment de circulaire pour épouser évidemment la forme même du château qu'on avait vu tout à l'heure et qui représente véritablement ici la circulation de l'air pour faire circuler l'air et pour éviter au maximum le soleil un peu trop chaud en plein été. La place, l'une des places importantes, nous avons ici de nouveau ces fameuses arcades et voilà ces très beaux panneaux d'azulejos que nous avons même à l'extérieur sur les façades, ce qui permet de protéger l'intérieur des maisons, encore une fois, de la chaleur qu'il peut y avoir en plein été. Une photo que je trouvais assez sympathique et qui vous montre justement l'aspect coloré et joyeux des habitants, ici avec des parapluies, les parapluies qui vous permettent de marcher tranquillement à l'abri et à l'ombre durant évidemment la période estivale. Autre petit village, alors vous voyez qu'il y a vraiment ici pléthore de choix pour la qualité architecturale et de voyage. Nous sommes dans le village de Marvagno. Alors ici, Marvagno, vous le voyez, c'est sur un éperon rocheux, plus de 800 mètres d'altitude. Et vous voyez que le village épouse parfaitement la ligne de ces rochers, même au niveau de la couleur, ce qui le cache littéralement lorsqu'on arrive en contrebas. Alors là aussi, ce seront des fortifications, c'est l'aspect médiéval qui va dominer. Vous avez un chemin de ronde du haut duquel vous avez un superbe panorama sur l'ensemble de la vallée et des montagnes avoisinantes.
Alors, c'est une ville qui est assez ancienne. Vous voyez qu'elle a été fondée au 1er siècle et qui s'appelait Amaïa. Cette ville a été récupérée pendant la période mauresque, dès le 9e siècle, et il y a un certain Ibn Marwan qui justement a été l'instigateur de ce développement et de la fondation même de la ville. D'où le nom de Marwan, Marvao, en tout cas pour l'étymologie. Vous avez au premier plan une des nombreuses églises, en tout cas ici c'est la plus importante, qui domine l'ensemble de l'éperon rocheux, et le château à l'arrière-plan, magnifiquement restauré. Voici le photographe qui s'est installé cette fois-ci sur le socle du château. Vous avez en contrebas un superbe jardin, un jardin plutôt de plantes médicinales, un jardin d'agrément, et voilà le village qui découle littéralement de ce centre, à la fois du pouvoir politique avec le château et du pouvoir spirituel avec l'église. Voici une autre vue très sympathique du château de Marvagno. Là aussi, vous voyez que le château épouse parfaitement le rocher sur lequel il a été construit et ce complément, évidemment, de la couleur entre le vert du jardin, presque à la française, avec ses buis bien taillés, et puis le château lui-même. Quittons maintenant Marvao pour aller dans une grande ville, vous voyez, Portalegre. Alors, vous avez ici plus de 24 000 habitants, donc c'est déjà une ville assez conséquente. Vous avez ici le château, encore une fois, toujours les mêmes types d'architecture. Donc, c'est surtout la qualité de la façon de représenter les différentes villes. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une région à la frontière avec l'Espagne. Donc, il y a beaucoup de villes fortifiées pour protéger justement cette fameuse frontière. Vous avez la grande église à l'arrière-plan. Nous allons nous rapprocher et surtout pénétrer à l'intérieur d'un des joyaux de Portalegre, la bien nommée abbaye de Portalegre. Alors, vous avez ici les différentes arcades, de nouveau bien décorées par ces grands panneaux d'azulejos, toujours de blanc et de bleu, qui s'inspirent de Delphes en particulier et qui s'inspirent aussi de la porcelaine chinoise qui est arrivée au Portugal dès l'époque des grandes découvertes, fin du XVe, début du XVIe. Cette abbaye, elle se trouve à quelques kilomètres simplement du centre de Portalegre et cette abbaye a été fondée par des religieuses cisterciennes, dont vous avez même un superbe panneau qui représente la mort de Bernard de Clairvaux. Alors c'est une fondation assez tardive, vous voyez, en 1518 seulement, et qui trouve son origine par l'abbaye d'Alcobaça. C'est une merveille, Alcobaça, plutôt au nord du Portugal, et c'est un style qu'on peut qualifier de manuélin. Alors c'est pas frappant ici dans l'architecture, car le style manuélin vient du nom de Manuel Ier, le roi au début du XVIe siècle, et c'est un florilège de cordages, de coraux, bref, tout ce qui est en référence avec l'océan et avec la navigation. Là, ce qu'il y a plutôt de manuélin, si on peut dire, ce serait simplement les arcades supérieures avec ces petites nervures qui jouent un petit peu avec la perspective. Et puis, ce cloître fait partie de deux cloîtres. Là, vous avez le grand cloître et le petit cloître qui se trouvent à proximité. Et puis Portalegre, actuellement, continue cette tradition ancestrale de la tapisserie. C'est la capitale de la tapisserie au Portugal. Là, nous avons une superbe tapisserie Diana, du nom de la thématique, évidemment, Diane Chasseresse, que vous reconnaissez, qui est due à Renato Torres, et qui est un des artistes les plus importants et influents du XXe siècle. Je vous laisse apprécier. Regardez ici la qualité presque photographique de cette tapisserie où on voit très nettement la référence avec les couleurs assez chatoyantes et les références mythologiques. Et puis, nous arrivons dans l'une des villes que j'affectionne particulièrement lorsqu'on visite toute la région alentejane, c'est la ville d'Extremos. Alors, c'est une ville, vous voyez, qui est assez petite, c'est assez calme, 14 000 habitants. Alors, il y a la partie haute, c'est la partie médiévale, la partie basse, plutôt 19e siècle. La partie haute, on y accède par des escaliers et en haut desquels on peut admirer non seulement la vue générale, mais également cette fameuse tour, ce fameux donjon. Cette tour, elle est, tenez-vous bien, entièrement réalisée en marbre blanc. Là, vous la voyez non restaurée.
Elle fait 27 mètres de hauteur. On l'appelle communément la tour des trois couronnes, en référence aux rois qui sont venus dans la ville d'Extremos. Et vous avez le grand bâtiment blanc accolé à la tour qui est maintenant bien, une pousada. C'est la pousada, donc l'hôtel de la reine, Isabelle. Voici une autre vue, cette fois-ci de la tour restaurée. Regardez la différence assez notable de la tour là qui est assez encrassée, on peut dire, hein, avec la tour magnifiquement restaurée il y a quelques années seulement. Vous voyez, c'est un véritable donjon, très peu d'ouverture. Il y a un escalier évidemment qui permet de relier la partie supérieure. Et vous avez donc cette fameuse pousada en contrebas. Là, vous avez cette superbe porte et qui n'attend que vous, encore une fois, pour aller les découvrir en vrai. C'est la pousada de la reine Sainte Isabelle. Continuons cette fois-ci dans la partie basse d'Extremos. Alors c'est une partie, je vous l'ai dit, beaucoup plus marquée par l'architecture du 19e siècle. Tout est recouvert de marbre, du sol au plafond, on pourrait le dire ainsi. En tout cas, même les balcons sont en marbre, les façades, bien évidemment, les églises, bref, c'est la capitale du marbre. Là, vous avez la très belle façade classique, regardez, et baroque en même temps, par la symétrie parfaite de cette façade, avec les deux tours clochers, les deux cloches qui rythment évidemment là aussi l'ensemble du quartier, c'est le couvent des congrégations d'Extremos. Autre église importante, c'est l'église Saint-François. Alors ici, vous avez le monument aux morts de la Première Guerre mondiale pour le Portugal, et vous avez cette très belle façade, là plutôt fin 16e, début 17e, toujours avec, vous voyez, ces deux couleurs, avec le blanc de la chaux qui recouvre ces murs et toujours ce marbre utilisé pour les pilastres qui montent jusqu'à ce fronton très ouvragé et très travaillé. Et puis évidemment, je vous l'ai dit depuis le début pour Extremos, c'est la capitale de ce marbre. Alors effectivement, 90% du marbre blanc du Portugal provient de la région d'Extremos, ce qui en fait le second producteur de marbre au monde. Alors effectivement, vous connaissez le premier, j'en suis sûr, c'est le marbre de Carrare en Italie. Eh bien, sachez maintenant que le deuxième se trouve dans la région, en plein cœur de l'Alentejo. Donc effectivement, quand on y va l'été, prévoyez quand même vos lunettes de soleil, c'est assez aveuglant, mais c'est vraiment une découverte extraordinaire que de pouvoir aller à l'intérieur de ces carrières, de voir l'extraction et surtout de voir ce que l'homme est capable de faire avec un bloc de marbre, que ce soit des maisons, que ce soit des sculptures. Bref, on a vraiment ici une remontée dans la technique très intéressante. Quittons maintenant quelques instants la ville d'Extremos. Alors, on n'a pas loin à aller, encore une fois, quelques kilomètres qui vont nous permettre de relier la très belle ville de Vila Viçosa, la ville verte, la ville des jardins. Alors ici, vous avez une photographie qui est vue depuis le château fort. Encore un, me direz-vous? Eh oui, il y en a pratiquement dans toutes les villes, des châteaux forts, des tours, des donjons, des murailles. Et puis en contrebas, là, vous avez toute l'ambiance de la ville elle-même, toujours avec ce blanc immaculé. Et à gauche, regardez cette façade qui s'allonge, un peu comme si elle se couchait au soleil. C'est le palais royal de la maison de Bragance. Et ici, ce palais royal, on verra juste un petit peu après. Tout d'abord, je voulais vous montrer l'ambiance générale du centre de la ville de Vila Viçosa, de cette ville des jardins. Ça, c'est l'allée centrale. Vous avez l'église tout en haut, mais surtout, regardez la profusion de tous ces arbres. Ce sont des orangers, la plupart, quelques citronniers. Donc, généralement, on évite de garer sa voiture en dessous. Ce sont quand même des oranges assez conséquentes. En tout cas, ça embaume. Souvent, lorsqu'on se promène, eh bien, il n'est pas rare de voir des gens presque prendre ces oranges. Ce sont des oranges amères. Et vous verrez tout à l'heure avec l'une des grandes représentantes de la famille de Bragance que ces oranges, transformées plus tard en marmelade, auront une répercussion jusqu'en Angleterre. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Laissons la surprise. Et puis, nous sommes toujours à Vila Viçosa, dans l'une des églises les plus importantes. Pourquoi? Parce qu'elle abrite la statue que vous avez à droite de la photographie, située en dessous du Christ en croix. Statue qui, vous le devinez, est habillée, c'est Notre-Dame de la Conception, qui n'est autre que la patronne et la reine du Portugal.
Je vous rappelle que la statue de la Vierge, et c'est valable dans beaucoup de pays d'Europe, eh bien, c'est elle qui protège chaque pays, chaque État, et c'est le roi généralement qui lui offre sa couronne pour justement être la patronne de l'État. Ici, pour le Portugal, c'est Notre-Dame de la Conception. Alors cette église, regardez l'architecture assez haute, assez large, là aussi c'est tout en marbre, et bien se trouve juste en face du palais royal. Alors ce palais, vous l'avez évidemment sur la droite de la photographie, c'est le palais tout d'abord ducal, puis royal. Pourquoi? Parce que la famille de Bragance, c'est une des plus puissantes familles du Portugal, et ce depuis l'origine royale du Portugal, depuis donc le XIIe siècle. Et puis, au XVIIe siècle, c'est dans cette famille qu'on va prendre un duc qui va être proclamé roi du Portugal. Voilà pourquoi on l'appelle palais ducal, puis palais royal. Alors ici, vous avez la grande esplanade, vous avez la statue qui est juste au centre de la place. Regardez la belle façade ici, tout de marbre vêtu, de magnifiques jardins que nous découvrirons dans quelques instants sur la droite. Et rapprochons-nous un petit peu de cette statue royale. Qui est ce fameux roi? Quel est l'instigateur de cette dynastie? Effectivement, il est bon de se rappeler que dans une histoire assez proche, eh bien, le Portugal, je vous l'ai dit tout à l'heure, est passé sous le giron des Espagnols. Oh, ça n'a pas duré très longtemps. Ça s'est passé entre 1580 et 1640. C'est assez facile à retenir pour les dates. 60 ans. 60 ans où après la disparition de Sébastien, roi du Portugal, qui a disparu pendant une guerre au Maroc, son oncle, le fameux roi cardinal qu'on a vu tout à l'heure, qui meurt sans descendance, et c'est là où on voit intervenir Philippe II d'Espagne, qui par héritage récupère le trône du Portugal. C'est la période philippine. Donc Philippe II d'Espagne deviendra Philippe Ier du Portugal. Et c'est jusqu'au 1er décembre, c'est la date anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, 1640. 1er décembre 1640, c'est ce qu'on appelle la guerre de restauration, Restauradores, où cette fois-ci, le peuple portugais fait sa révolution pour remettre un Portugais, et pas n'importe lequel, le duc de Bragance, sur le trône du Portugal. Il s'appelle Jean II de Bragance, et comme il monte sur le trône royal, on l'appelle Jean IV. Voilà ici, c'est Jean IV que vous avez sur la place principale de ce palais qui appartient toujours à la famille de Bragance. Voici les intérieurs richement et magnifiquement décorés, des plafonds plus beaux les uns que les autres. Vous avez ici des sols en briques. Vous avez également une profusion de collections du mobilier, je n'insiste pas, les contadors en particulier, ces petits cabinets de précieux, en tout cas avec du bois précieux, du bois d'ébène, de palissandre, bref, une collection extraordinaire. Vous avez des intérieurs avec des salles d'apparat, comme cet escalier magnifique, avec toujours le marbre et les panneaux d'azulejos. Vous avez même des cuisines qui sont considérées comme les plus modernes de l'époque, avec une batterie extraordinaire. Je vous laisse apprécier ici la très belle cuisine. Ça demande beaucoup d'entretien, on s'en doute. Et puis, voici la fameuse personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelait Catherine de Bragance, et qui, justement, venant de cette ville de Villa Viçosa, va amener avec elle, car elle va devenir l'épouse de Charles II d'Angleterre. Alors pendant très longtemps, d'ailleurs, elle a même été, on va dire, fiancée, comme beaucoup à l'époque, à Louis XIV. Ça ne s'est jamais fait, et donc c'est avec Charles II d'Angleterre qu'elle finira par être mariée, on l'imagine, pour des raisons politiques. Et je vous ai indiqué d'ailleurs que le nom du village du Queens à New York serait certainement en hommage à cette reine. Et puis la fameuse cérémonie du thé pour les Anglais, à 5 heures, ça serait certainement cette reine qui utilisait le thé comme un médicament et pour se remémorer ces belles années dans son Alentejo natal. Je pense que ça a dû lui changer quand même entre l'Alentejo et la cour à Londres. Il y a quand même une certaine disparité, même au niveau météorologique. Et c'est elle qui va amener également la fameuse marmelade avec toutes les oranges qu'on a vues tout à l'heure dans le centre de la ville. Et puis l'autre personnage emblématique, beaucoup plus contemporain celui-ci,
qui a un petit verre de Porto à la main, eh bien, c'est Duarte de Bragança, vous voyez, hein, qui est né en 1945. C'est celui qui est le prétendant au trône du Portugal, donc le dernier descendant. C'est l'un des personnages les plus importants qui habite toujours au Portugal, d'ailleurs, et qui entretient cette fondation et ce grand palais qu'on a vu précédemment. Voici les magnifiques jardins dont je vous ai parlé. Alors, ce sont des jardins à la française, c'est la grande mode ici, hein, des jardins à la française, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous avez cette belle collection de buis. Et puis, en quittant ces jardins, eh bien, on a cette porte, là aussi, l'un des symboles du palais, la porte des nœuds. Alors là, on est dans un véritable rébus, un jeu de mots à la portugaise. Je vous l'ai résumé sous la devise qui est marquée en dessous du texte. Alors, en espagnol, ça donne Depois de vos, nos. En français, cela donne après vous, virgule, nous. Et c'est là où on a le jeu de mots parce que nos, en portugais, ça signifie nous et nœuds, d'où la porte des nœuds. Donc voilà ici l'un des endroits les plus photographiés lorsqu'on arrive à Villa Viçosa. Une photo qui vous montre un peu le charme de cette ville. Il n'y a pas que des agrumes, il n'y a pas que le grand palais royal, il y a également bien, une qualité de vie, un charme certain de flâner, de déambuler. Ayez des bonnes chaussures cependant. Dans les rues de Villa Viçosa, vous avez ces grandes cheminées très larges, comme vous le voyez sur la photographie, entre la fenêtre jaune et bleue, et tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cochons également, de cochons de lait. Et donc, on fait fumer le jambon dans l'intérieur de ces grandes cheminées. Superbe photo, en tout cas pour les amoureux des belles lumières, le côté esthétique, c'est un pays qui recèle beaucoup de richesses. Le château fort, encore une fois, ses belles façades, avant de quitter Villa Viçosa et avant d'arriver dans l'autre ville, cette fois-ci plus à l'est, qui est la ville d'Elvas. Alors Elvas, là aussi je vous mets le nombre d'habitants généralement pour vous repérer, pour avoir à peu près la taille. Eh bien là aussi c'est magnifique rempart qu'on pourrait qualifier à la Vauban, c'est une magnifique étoile vue du ciel. Et effectivement cette ville, elle a là aussi une origine mauresque, comme la plupart de ces villes, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et de cette ville mauresque, eh bien, subsistent les fortifications, la place forte, qui a été récupérée à l'époque justement de Philippe II d'Espagne. Lorsqu'il arrive ici, il choisit de ne pas résider au Portugal, mais de continuer de régner depuis Madrid, depuis l'Escurial, comme vous le savez, hein, et de laisser bien, le Portugal entre les mains d'un vice-roi. Eh bien, c'est peut-être là l'erreur pour la famille des Habsbourg que de ne pas être présent physiquement sur le trône portugais. Mais ça, c'est une autre histoire, on n'aura pas le temps aujourd'hui de l'évoquer. Là aussi, le patrimoine mondial de l'humanité a reconnu la qualité et la préservation de ces fameux remparts de la ville d'Elvas. Elvas est également connu pour son aqueduc. Je vous laisse apprécier la photo. Regardez la distance, la longueur de cet aqueduc, l'un des plus longs d'Europe. Vous avez presque 8 km de long et vous voyez une construction qui s'est étalée quand même dans le temps, depuis 1498 jusqu'en 1622. Je vous ai marqué le nom de cet aqueduc à Moreira et c'est vraiment le symbole de la ville, celui que tout le monde prend en photo. En photo également, souvent on va apprécier la façade de l'église Saint-Dominique. Alors là, c'est une façade avec beaucoup de détails, une richesse assez intéressante. Le côté baroque et symétrique, regardez par rapport à la porte principale. De nouveau, un style qu'on pourrait qualifier parfois de manuélin, tant il y a des éléments de corail et de cordage. Et puis, autre élément important, c'est la place Santa Clara. Alors, vous avez un pilori dans le style justement manuélin. Ce pilori, vous l'avez deviné, c'est là où on attachait les repris de justice. C'était le lieu des exécutions, en tout cas des peines capitales. C'est le lieu également de marché. Bref, c'est le lieu de l'équivalent de l'agora, où toute la population se réunissait pour différentes activités. C'est un lieu plein de charme, encore une fois, où on a même encore le linge qui sèche, vous le voyez, hein, au balcon. Donc, ce sont des villes qui ont gardé un certain charme et
quand même assez loin du tourisme de masse. Comme je vous l'avais dit en introduction, ce n'est pas la région la plus touristique du Portugal. Beaucoup vont se focaliser sur Porto, sur toute la vallée du Douro pour le nord ou Lisbonne, mais très peu vont jusqu'en Alentejo. Eh bien, on peut profiter justement du calme et de toutes ces ruelles, du charme ambiant de toutes ces villes et villages. Et puis, nous arrivons bientôt à la fin de cette présentation. Alors, encore deux villes, la ville de Serpa, vous voyez, une petite bourgade avec une économie, je vous l'ai indiqué, basée sur l'élevage de moutons, sur son fromage. Alors, effectivement, comme il y a beaucoup de brebis, il y a beaucoup de moutons, il y a donc de façon conséquente beaucoup de fromage. Là aussi, une muraille assez bien conservée. Vous avez ici une autre vue de ces fameuses murailles défensives. Alors, à l'intérieur, vous avez beaucoup de caves. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé pour le moment, mais voici, tout à l'heure, on verra une illustration pour justement faire écho bien, au vignoble. Mais avant cela, voilà encore une de ces nombreuses églises, Santa Maria da Feira, là aussi dans un style caractéristique, toujours avec ce blanc immaculé. Et voilà le fameux vin. Alors, il y a le Porto, évidemment, de renommée internationale, très proche évidemment du Cherry pour les Anglais. Là, vous avez le Passo do Conde. Alors, c'est un vin qui est assez puissant et qui permet justement de bien mettre en valeur soit le poisson, soit la viande. Je m'arrêterai là pour les références œnologiques, mais encore une fois, c'est quelque chose vraiment de typique quand on visite une région, de profiter aussi des mets et de la gastronomie locale. Et puis, nous terminons avec la forteresse de Mertola. Alors, Mertola, comme on l'a vu pendant toute cette présentation, une forteresse, très beau donjon. Alors là aussi, c'est l'époque musulmane qui va instituer ces grandes fortifications, ces protections récupérées par les chrétiens lors de la Reconquista. Et puis, dans cette ville de Mertola, de 8000 habitants, vous voyez, c'est assez petit, magnifique emplacement. Je vous laisse apprécier avec cette rivière, avec ce côté très aride. Nous sommes vraiment ici dans la partie la plus sèche de l'Alentejo. Cette église, au premier plan, regardez, encore une fois, ces murs blancs avec ces petits créneaux, cette tour, il faut imaginer que cette église était à l'origine une mosquée et que cette mosquée, actuellement, c'est un très bel exemple de récupération avec une très belle architecture qui a été conservée. Regardez ici la qualité de cette porte avec un arc outrepassé en forme de fer à cheval. Mais voilà l'ancienne mosquée transformée en église. Voici le nom de cette église, l'église Matrize. Et puis l'intérieur de l'église avec, vous voyez, une très belle architecture, une récupération assez étonnante. Merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir été aussi nombreux, en tout cas aujourd'hui, pour apprécier cette région de l'Alentejo, encore une fois, qui n'attend que vous pour la découvrir en direct, en vrai. Je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes et comme on dit en portugais, Feliz Natal. Vous avez ici une petite crèche que j'ai trouvée justement dans le musée de Évora. C'est l'une des collections de crèches les plus importantes au monde. Je trouvais celle-ci assez marrante dans une butternut. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous revoir. Et bien évidemment, mes collègues se feront un plaisir de vous présenter prochainement donc la vie tumultueuse de Rembrandt le mercredi, donc demain, le 2 décembre. Vous aurez ensuite par Claire Grébille les temples de l'art lyrique en Italie et puis la fameuse série des après-midi de l'histoire présentée par Thierry Soulard. Cette fois-ci, ce sera l'épisode 7 consacré à Hugues Capet. Prenez bien soin de vous, encore une fois, et puis passez de très bonnes fêtes et au plaisir de vous revoir. Alors, en ce qui me concerne, ce sera sur le Caravage le 14 décembre. Merci beaucoup et à très bientôt.